Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Joffard. Bonjour. Bonjour. Ancien patron de l'AFUMA, auteur de Journal de bord d'un patron, un entrepreneur dans la crise. C'est chez Bourrin, édition François Bourrin, il faut être précis. Ce livre, c'est un récit qui est très très personnel, c'est un journal de bord, donc on vous suit au quotidien. Et vous racontez donc ce que vous dites, l'histoire d'un entrepreneur dans la crise. Entrepreneur, histoire plutôt singulière, vous l'écrivez que classique. D'autres ont connu la même, mais peu ont décidé de la raconter. C'est ça, quelque part, la force du livre, au-delà de ce qu'on peut en retirer, on va en parler ensemble, c'est d'avoir osé raconter ce quotidien. Peu de patrons qui ont été aux commandes de grosses boîtes l'ont fait. Bon, j'ai souhaité raconter ce quotidien parce que... Qui n'a pas été facile. Qui n'a pas été facile et parce qu'il était difficile, j'avais besoin justement de prendre ce recul, qui était un exercice d'écriture, d'abord pour avoir ma propre cohérence, pour comprendre la cohérence des personnes avec lesquelles je travaillais, aussi bien en interne et principalement en externe. Et en fait, d'un exercice, c'est devenu un besoin. C'est-à-dire, puisqu'on passe notre vie, on écrit souvent un patron, c'est des courriers, c'est des plans, c'est des communiqués, c'est des rapports annuels, etc. Et j'étais toujours impliqué d'ailleurs fortement dans l'écriture, la stratégie du groupe. Et là, bon, et puis c'était un peu là. J'avais beaucoup apprécié les livres, les journaux que tenaient un certain nombre de personnes. Je pense au journal de Minck, à François Giraud, etc. Je trouvais que c'était un exercice quotidien utile. Et je souhaitais le faire dans cette période de crise. Avec à la fois des vraies décisions stratégiques et puis même parfois des décisions anecdotiques. On y reviendra. L'AFUMA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement tout ce qui est boîte créée par votre grand-père, spécialisée donc dans le matériel de sport, le loisir en plein air. Voilà, ça c'était pour ceux qui ne connaissent pas l'AFUMA. Côté en bourse. Hein? Côté en bourse, oui. Côté en bourse, absolument. Vos difficultés, elles commencent, c'est ça, elles commencent vraiment au moment de la crise, des subprimes, on revient 10 ans en arrière. Je raconte la fin, juste vous quittez le groupe en 2013, on va y revenir. On se dit 2013, 2018, pourquoi avoir attendu 5 ans? Vous avez hésité, c'est ça? Ah non, pas du tout. D'abord, j'ai résolu la crise en 2008, ou plutôt en 2009, avec un tempo un peu particulier, parce que le groupe, c'était 5 marques, l'AFUMA, Millet, Eder, Oxbow et Le Chameau. Et j'ai repris Eder en juin 2008. Et donc, il y a eu un moment, et nous, on clôturait nos comptes en septembre. Donc, on a été parmi les premières, voire la première société à arrêter ses comptes 15 jours après Lehman Brothers. Et comme on avait repris Eder qui était en difficulté, puisque la société, il a fallu la redresser, négociations avec les banques. C'était pas une erreur d'ailleurs, écoutez, en termes de timing, d'avoir acheté le timing, c'est sûr que si j'avais su qu'on allait se payer une crise financière majeure, et que j'étais limite en financement sur cette opération, même si c'était une très très bonne affaire, parce qu'on l'a acheté dans des conditions hyper favorables, mais que le monde entier ne serait plus financé 4-5 mois après, bon, ça. Mais je regrette absolument pas ce choix stratégique. Alors que votre propre activité de l'AFUMA donnait des signes d'essoufflement aussi à ce moment-là, non? Oui, mais ça, c'est le mouvement permanent. Ouais. On a 5 marques, nous sommes présents sur tous les sports de type outdoor. Donc vous avez toujours un moment où une marque marche moins bien, etc. Millet était au plus haut, donc le pôle montagne fonctionnait bien, et c'était normal de renforcer le pôle montagne d'Eder qui était idéalement complémentaire. Bon, ce qui est intéressant aussi, on va revenir sur les différentes décisions, les moments clés, mais on comprend bien en lisant votre livre, les hésitations que vous pouvez avoir quand on est patron, quand on doit manager. J'hésite entre pédagogie et autorité, entre délégation et décision. C'est ça qui vous traverse tout le temps? Enfin, c'est un sujet permanent. En fait. Il y a un moment où il faut... c'est bien de le lire et de l'entendre. Oui, c'est ça. Il y a un moment où on gouverne au 49.3, et il y a un moment où il faut écouter et on gouverne en fonction de la réaction des uns des autres. Vous êtes prêt pour la politique, vous, hein? Pardon? Vous êtes prêt pour la politique avec vos amitiés avec Fillon? On y reviendra après. C'était un commentaire, mais je trouve qu'il résumait bien le 49.3 ou par amendement, etc. Donc je ne voudrais pas faire un parallèle politique mais qui est assez juste et qui parle, je pense, à tout le monde. Mais c'est vrai que le patron hésite toujours, ou du moins a le choix. C'est même pas une hésitation, c'est une décision à prendre entre une décision autoritaire ou au contraire consensuelle, parce que, etc. Et souvent, parfois, les décisions autoritaires sont favorables parce que le consensus, il est parfois un peu mou et c'est pas forcément la meilleure décision. Et majoritairement, vous avez pris des décisions plutôt autoritaires, plutôt consensuelles? Écoutez, je pense que j'ai quand même été... D'ailleurs, c'est quand, puisque vous posiez la question de savoir quand je suis parti, 2013. 5 ans après, c'est un moment où j'ai senti que ma relation avec le conseil d'administration, qui avait considérablement changé, était moins présente. Je parle d'ailleurs le rôle de la Caisse, etc., la confiance que j'avais avec la Caisse des dépôts, avec l'équipe, je serais tenté de dire, précédente, etc., entre autres, évidemment, Augustin Romanet, mais il y avait Jérôme Gallo, etc. Donc, et puis, bon, la période molle dans laquelle on a vécu, qui est 2012, à la fois avec un changement de gouvernement, donc, qui a amené, en effet, moi, à avoir un conseil d'administration dans lequel je me sentais moins à l'aise que je ne l'avais été pendant 25 ans. Comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'on l'explique? Comment vous avez perdu le contrôle de votre entreprise? C'est votre grand-père, encore une fois, je l'ai dit, qu'il l'a créé. Vous y avez passé 28 ans, c'est ça?
Oui, 28 ans, oui. C'est quoi? On se dit que c'est quoi? On se dit que c'est un enchaînement de choses, c'est la crise, encore une fois, 2008, c'est des erreurs de managers, c'est des banques qui vous ont lâché, c'est des cabinets d'audit qui ne vont pas dans votre sens, on va tout détailler. Hein. Oui, enfin, il y a des cabinets d'audit qui vont dans mon sens, d'autres qui ne vont pas dans mon sens. Bon, ça faisait 28 ans que je dirigeais la FUMA. Moi, j'ai toujours été minoritaire. Hein. Mon grand-père l'a créé, mais il l'a créé avec deux de ses frères. On était très nombreux dans la famille. Moi, je suis né avec 10%, je suis parti avec 10%, à peu de choses près. Donc, et je n'ai jamais cherché à prendre un pouvoir capitalistique. Le pouvoir qui m'intéressait, c'était le pouvoir managérial. C'était pas une erreur, justement? Oui, mais c'était le choix. Le groupe aurait été plus petit, peut-être que j'aurais été plus gros. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était construire un groupe. C'était le développer, c'était ouvrir des usines, c'est créer l'innovation, etc. D'ailleurs, je raconte toute la partie innovation, puisque ça m'a amené à recréer une autre entreprise. Donc, voilà, enfin, c'était l'objectif, pour moi, c'était le développement, la croissance, et pas forcément ma part au capital et mon patrimoine. D'ailleurs, je pensais, en partie, il valait mieux avoir 10% de quelque chose qui marchait bien et qui était plus gros plutôt que 100%, que 100% ou 50% un peu plus petit. Donc, voilà, pas de zéro, mais le choix était... Vous racontez que vous lancez un audit stratégique en 2008 pour convaincre que la FUMA est sur la bonne route, mais le rapport n'ira pas dans votre sens. Pour vous, c'est une stratégie qui permet donc au cabinet d'audit, je cite, d'asseoir sa réputation auprès des banquiers de la place. Sa crédibilité doit passer par le saccage de la nôtre. Oui, alors bon, c'est un terme un peu fort, mais c'est vrai qu'à un moment, la crédibilité d'un cabinet, par moment, il y a des moments où ça passe par faire plaisir aux dirigeants, et puis à un autre moment, ça sert à montrer son indépendance en allant dans un sens un peu contraire. Donc voilà, et donc et le travail que j'ai pas jugé, que j'ai dû d'ailleurs corriger. D'ailleurs, j'évoque le fait que le patron lui-même admet que ses équipes sont, etc., etc. Donc on est amené à amender, à travailler, bon, etc. Ça s'est fait dans un délai très très court. Donc c'est pas moi qui avait choisi d'ailleurs, parce qu'on avait été justement dans un choix consensuel d'un cabinet. Donc il y en avait 3 qui étaient éventuellement en lice. Donc celui-là a été retenu et j'ai dû me battre en effet pour que ma stratégie soit confirmée. Ce qui a été le cas d'ailleurs, parce qu'en l'occurrence, 3 mois après, la caisse rentrait au capital. Donc il y avait quand même aussi, puis le marché d'ailleurs a redémarré derrière. Vous en voulez aussi un petit peu aux banques, notamment, on sent que vous avez un peu la dent dure contre la BNP. En gros, on comprend que l'image que vous avez des banques, déjà, c'est que ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, dans le livre, il y a un gros morceau sur les banques. Mais en gros, ce que vous dites, c'est que les banques, elles demandent aux boîtes de faire des efforts quand les boîtes sont en difficulté. Et quand les banques sont en difficulté, elles demandent aussi aux boîtes de faire des efforts. C'est ça. Et en même temps, on a une vision, je me demande s'il n'y a pas une vision assez manichéenne des choses. Il y a les bons banquiers. Il y a la Caisse des dépôts, la Banque de France. Les bons banquiers, c'est ceux qui vous prêtent, ceux qui vous suivent. Et puis il y a les mauvais banquiers, ceux qui ne vous prêtent pas et qui ne vous suivent pas. On pourrait dire pareil de votre conseil d'administration. Il y a les administrateurs intelligents qui suivent votre stratégie, et puis il y a les idiots qui ne vous suivent pas. C'est pas un peu manichéen, ça? Je pense que j'ai été très franc dans ce livre. Ça, c'est vrai. Donc, et très sincèrement, je ne me ménage pas. Je ne me ménage pas au sens que je vous dis ce qui s'est passé. Et comme je ne me ménage pas moi, je n'ai pas ménagé les autres. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que la BNP, je pense que je suis en effet très direct, mais j'évoque le rôle de la BNP après, quand ils ont conseillé le groupe coréen, et je suis quand même, je veux dire, admiratif de la façon dont ce groupe fonctionne. Je suis admiratif avec d'autres banques d'ailleurs, parce qu'en l'occurrence, je mets en avant Crédit Agricole, en l'occurrence, quand je rencontre un dirigeant, il comprend ce qui se passe, il corrige ce qui se passe, et je me dis, il me réconcilie avec le Crédit Agricole. Il y a les bons et les mauvais banquiers alors, c'est ça? Mais non, bien sûr, comme il y a de bons et mauvais journalistes. Et les mauvais pas du tout, parce que l'objectif est en permanence de faire changer d'avis, de convaincre. Moi, j'aime la bagarre, d'ailleurs. C'est pour ça, c'est ce que je raconte, d'ailleurs, dans ce... Donc, la contradiction ne me gêne pas, au contraire. Juste, vous partez en 2013. Qu'est-ce qui se passe en 2012, qu'on comprenne bien? La FUMA, alors, c'est un peu compliqué, mais la FUMA, donc, est vendue. Et moi, j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas l'offre la mieux disante qu'il avait emportée. J'ai compris que celle qui proposait 80 millions d'euros qu'il avait emporté contre celle qui en proposait 100. Enfin, qui pouvait en proposer 100. Qui pouvait en proposer 100 et que vous souteniez. Que je soutenais, pas pour des raisons d'ailleurs de valorisation, puisqu'en l'occurrence, j'aurais peut-être pas vendu à ce moment-là, beaucoup plus pour des raisons de projet industriel. C'est-à-dire que le projet qui était amené potentiellement par cet acteur, mais il y en avait d'autres aussi, parce que il y avait une concurrence qui s'est créée, etc. Donc, et puis après, il y a eu un choix, ou plutôt une prise assez facile, j'aurais tendance à dire, du capital de la FUMA. Non, le projet était industriel, c'est-à-dire que réellement, le groupe qui avait 5 marques très fortes en France et en Europe aurait eu un pôle européen
et les Asiatiques constituaient, autour de ce qui avait été fait en Corée et au Japon, que je parle d'ailleurs, dont je parle dans le livre, un pôle asiatique, c'est-à-dire les Asiatiques en charge de l'Asie et les Européens en charge de l'Europe. Et là, je veux dire que c'était un projet industriel assez qui me plaisait beaucoup. Pour quelle raison il n'a pas été retenu? Parce qu'on est encore en 2012-2013, surtout en 2012, période hautement politique. Et puis le fait que 5 marques françaises emblématiques puissent passer sous contrôle asiatique pouvait étonner, voire choquer. Mais 5 ans après, on se dit que ça aurait été peut-être une chance assez considérable pour ce groupe, que j'ai lâché à 250 millions et qui était à moins de 170 millions, du moins c'était les chiffres 2016. C'est lui qui vous a lâché, qu'on comprenne bien. Qui, pardon? La Fuma, quand vous partez. Vous dites, voilà, c'est pas la stratégie que je voulais, c'est pas le groupe que je voulais qui nous a racheté. J'aurais pu encore continuer. Il y a eu un moment où vraiment j'étais allé au bout de mes efforts, et puis je le dis très précisément. Donc j'avais souhaité, j'avais mon patrimoine qui était en partie en jeu, qui était constitué essentiellement de la Fuma. J'avais une offre qui était sans doute pas exceptionnelle, mais qui était quand même très bonne, et je la prends. Alors maintenant, après, c'est les autres sujets qui sont la nostalgie, le regret, etc. Justement, l'affection que je peux avoir pour ce groupe. On vous sent évidemment pugnace, on sent la combativité quand on vous lit, puis quand on vous voit, quand on vous regarde. Et en même temps, on sent aussi de l'amertume, ce qui est normal. C'est une histoire, c'est votre histoire, c'est votre famille. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez autrement dans les grandes décisions que vous avez prises? Écoutez, j'en changerais pas beaucoup, parce que la reprise d'Oxbow qui s'est faite en 2000, ça me gêne beaucoup parce que j'ai eu de l'affection pour chacune des marques. Et en même temps, chacune des marques a apporté... Oxbow, en effet, c'est pas une erreur, parce que ça a boosté l'entreprise pendant 2-3 ans, et puis après, il y a eu toute la crise qui a touché le surf, Quicksilver, etc., qui nous a gênés d'autant plus que c'était au moment de la crise économique, avec des moments de financement. Mais le groupe que j'avais créé, avec les 5 marques idéalement complémentaires, non, c'est peut-être d'avoir une trop grande confiance en moi dans la relation que j'ai pu avoir avec un certain nombre d'actionnaires. C'est moi, pendant des années, l'actionnariat était un actionnariat que, grosso modo, je rencontrais, etc. Puis après, vous voyez arriver des actionnaires, parce que vous êtes coté en bourse, d'actionnaires partis, des actionnaires rentrés, et sans doute, au sein du conseil, je ne me suis jamais protégé. Et si je devais retenir un truc, j'ai toujours pris des risques. Je n'ai jamais pensé à un moment faire en sorte d'être politique. Vous avez commencé en disant que j'étais prêt à faire la politique. Je ne pense pas. C'était une erreur. Exactement. Ça. Je pense que pour répondre à votre question, j'aurais pu faire de la politique. Je ne suis pas assez politique. Je n'avais d'objectif dans cette entreprise que son développement, sa stratégie, etc. Et pour ça. Donc je prenais des risques personnels et puis de temps en temps, bon, l'entreprise pouvait être, en termes de financement, on avait poussé assez loin, mais poussé assez loin avec des banquiers qui étaient là tout à fait favorables pour nous accompagner. Hein. Vous regardez encore le cours de bourse de la Fuma ou pas du tout? Vous savez où est-ce qu'il est aujourd'hui? Je le regarde de temps en temps, il est à moins de 25. Et voilà. Et vous l'avez quitté, il était à combien? Je l'ai quitté, il était à 26, parce que j'ai vendu à 26. Donc entre 2013 et 2018 il n'y a eu aucune création de valeur. Donc c'est la raison pour laquelle je parle un peu aujourd'hui, d'ailleurs, pour me cacher. Parce que ce n'était pas facile de parler il y a 5 ans, c'est plus facile de parler maintenant. Bon. Après, il y a du détail, mais il y a de l'anecdote, mais c'est marrant parce que vous racontez... vous dites qu'un interlocuteur vous dit pour un homme de ton âge, tu es en forme. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Oui. Hein, tu as été bon sur BFM. C'est ça aussi un journal de bord. Hein. C'est Fillon qui vient visiter une usine. Absolument. Bon, voilà. À lire donc. Philippe Joffard, donc, vous faites quoi maintenant, pardon? Maintenant, je gère plusieurs participations, dont 2 principales. Vous êtes rentier maintenant, c'est ça? La flûte de Pan, dont je parle d'ailleurs indirectement par un portrait, et puis la société Top Tex Cube, qui est sur l'innovation textile, qui est ma participation en fait majoritaire, et qui je trouve est intéressante, mais je suis certain que je reviendrai pour ça avec vous voir. On ne s'arrête jamais quand on a la fibre, quand on a ça dans le sang. Hein. Merci à vous Philippe Joffard, journal de bord d'un patron, un entrepreneur dans la crise, édition François Bourrin. Merci de votre invitation. Au revoir.